Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, je m'appelle Alex, j'ai 39 ans, je vis à Nantes. Je vous appelle pour demander conseil. Je suis en couple avec une femme depuis que j'ai 16 ans. J'ai 2 filles merveilleuses de 10 et 6 ans dont je suis très proche. Un bon travail, bien rémunéré, et voilà. Je crois que je suis plus amoureux de ma femme. Il y a quelques années, après la naissance de notre deuxième, elle a arrêté de prendre la pilule, de manière unilatérale. Sans autre explication qu'une vague justification lui permettant d'augmenter sa libido. Désormais, notre contraception, c'était le préservatif. On perdait énormément en spontanéité. Pour augmenter la libido, je dois dire que j'ai vu mieux. Et un jour où, une fois de plus, je devais m'interrompre pour m'équiper, elle m'a dit que c'était pas nécessaire. C'était pas la période d'ovulation. Moi, je voulais pas de 3e enfant. Et j'ai toujours été clair là-dessus. Comme l'inspecteur Somerset dans Seven, j'ai toujours considéré qu'avoir des enfants est un acte égoïste ultime. Surtout dans ce monde de plus en plus laid et dur. Mais je me suis fait violence, 2 fois, par amour pour elle. Aujourd'hui, mes filles sont là, je les aime de toutes mes forces, de toute mon âme. Mais j'ai toujours la conviction de ne pas leur avoir fait un cadeau en les amenant au monde. Alors quand, après quelque temps, ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte, elle m'a donné le choix. Elle avorte ou elle le garde. Je savais que la contraindre à avorter allait la détruire. Alors j'ai choisi ma propre destruction. Je lui ai dit de le garder. Elle m'a assuré que c'était pas un piège, que sa volonté n'avait jamais été de me forcer la main. Seulement après quelques mois, elle a fait une fausse couche. Et je me suis senti coupable. Sans un mot, elle pleurait tous les soirs. Et j'ai intériorisé le fait que c'était de ma faute. Que si l'enfant n'avait pas survécu, c'est parce qu'il se sentait pas désiré. Nous avons passé presque 1 an sans nous toucher. Longtemps après, je lui ai parlé de contraception. Je lui ai dit que je voulais plus de relations sexuelles au milieu desquelles il fallait que je pense à ma sécurité contraceptive. Elle s'est mise à pleurer. J'ai su à ce moment que si elle m'avait pas volontairement piégé, l'arrêt de la pilule était quand même destiné à me forcer la main. On a repris des relations sexuelles ensuite, mais très épisodiques, surtout sans chaleur de mon côté, presque mécanique. Aujourd'hui, je sais que je ne l'aime plus, que j'ai pas envie de vieillir avec elle. On se dispute jamais, mais on n'échange pas non plus, ni physiquement, ni intellectuellement, ni émotionnellement. On est un binôme parental. Mais pour mes filles, je reste. Je suis entré dans une profonde dépression pour laquelle je consulte. Je supporte pas l'idée de les perdre, de les avoir loin de moi. J'ai peur de casser leur univers, leur cocon, leur innocence. J'ai peur de les briser. J'ai honte de répéter le schéma de mes parents, qui a vu mon père s'en aller quand j'avais 8 ans, et que j'ai jamais revu depuis. J'ai pas de haine vis-à-vis de leur mère, mais quelque chose est mort en moi, et j'ai pas envie de la faire souffrir non plus. Enfin, je me sens coupable de n'avoir pas tout fait pour sauver mon couple, de m'être fermé, de m'avoir pas fait mieux. Je sais vraiment pas quoi faire. Merci pour votre réponse, Lucille, et surtout merci pour ce podcast. Cher Alexandre, votre témoignage a éveillé en moi différents sentiments contradictoires. Si vous n'étiez pas vous, et que votre témoignage n'était pas ce qu'il était, je me serais probablement mise en colère contre votre réflexion sur la contraception hormonale et ce qu'elle provoque chez les femmes. Oui, c'est notoirement reconnu. La contraception hormonale provoque souvent une baisse de la libido, et les femmes de ma génération ne s'en rendent pas toujours compte, puisqu'elles sont sous cette contraception quasiment depuis l'adolescence. Je comprends donc que votre femme ait pu vous demander l'effort du préservatif, pour préserver sa libido à elle. Elle n'avait en réalité pas à s'en justifier, puisque la charge mentale de la contraception qu'elle a fournie depuis le départ, vous avez aussi le droit d'y prendre votre part. Elle est donc tombée enceinte, et ce, contre votre désir de ne plus avoir d'enfant. Cette grossesse que vous avez vécue comme une trahison, quelles qu'elles aient été les intentions premières de votre compagne, je pense que vous devriez accepter que vous en êtes tous les 2 responsables. C'est un début. Et je me permets d'ajouter comme une parenthèse que si enfiler un préservatif ne vous excite pas, la vasectomie est un moyen de contraception très efficace, qui ne casse pas le rythme pendant les rapports. Ensuite, à propos de la fausse couche, je comprends votre sentiment parce que c'est un sentiment du cœur et des tripes, et non une réflexion de raison. Évidemment que vous n'êtes pas réellement responsable de cette fausse couche, et vous le savez bien, mais le sentiment est là.
J'ai vécu une fausse couche et ça s'est mal passé. Alors je sais comme dans ces moments-là, on oublie vite les statistiques et les explications rationnelles pour étouffer sa souffrance sous une culpabilité morbide. Ce sentiment que vous avez, cette culpabilité de la fausse couche, dites-vous que votre compagne en souffre probablement aussi. Il y a des conséquences physiques, évidemment, à perdre un embryon, et puis il y a les conséquences psychologiques, et ça à soigner, ça peut prendre des années. Ce que je veux vous dire, c'est que votre sentiment, s'il n'est pas rationnel, il est légitime. Il faut l'entendre et l'accepter. Et puis il faut le laisser s'éteindre parce que la vie continue, et que vous avez 2 formidables enfants, et une compagne qui souffre, et qui a peut-être juste besoin d'un geste de vous, pour aller mieux. Je ne sais pas si votre couple peut être sauvé. Je ferais facturer très cher mes services de divination si je le pouvais. Ce que je pense, par contre, c'est qu'un couple n'est vraiment plus d'actualité quand tous les sentiments d'amour, de respect, de tendresse et de désir sont remplacés par de la rancœur et de l'amertume. Et il me semble aujourd'hui que ce ne soit pas le cas chez vous. Même si c'est fini, s'il faut tourner la page sur cette histoire, je pense que vous devriez prendre un temps avec votre compagne pour partager votre souffrance sans filtre, et prendre également un temps pour entendre la sienne. Présentez-lui la vérité toute nue, et soyez prêt à accepter la sienne. Ça ne sauvera peut-être rien, mais ça vous soulagera. Et s'il y a une petite étincelle d'espoir, c'est ici qu'elle se présentera. Je pense pas qu'on devrait essayer une thérapie de couple. Ouais, t'avances l'argent, puis si ça marche, je te rembourse. Allez, chiche. Chiche. Allez les filles. J'ai mis longtemps à accepter qu'on pouvait être seul dans le couple. J'ai grandi avec comme référence un couple fusionnel. Mes parents ne font rien l'un sans l'autre à peu de choses près, et ont toujours mis un point d'honneur à nous donner l'image d'un couple toujours d'accord sur tout. Alors j'ai longtemps pensé que c'était un idéal à atteindre, que je ne serais heureuse dans mon couple qu'avec quelqu'un qui était plus ou moins mon clone, et qu'après le mariage on ne serait jamais ni pas d'accord ni séparés. Le mariage, je le voyais en fait un peu comme l'ajout d'un siamois. Évidemment, c'est un idéal irréalisable. Et en réalité, je ne sais même pas si je voudrais de ça au quotidien. Mais cette leçon de l'acceptation de la solitude dans le couple, je l'ai apprise avec les années et à la dure. Je suis en couple depuis presque 10 ans. Et j'ai le souvenir très net de grands moments de solitude. Tout simplement parce que les plus grandes épreuves, on ne les vit vraiment que tout seul. J'ai failli mourir 2 fois, j'ai perdu un bébé que je désirais, j'ai vu mes filles être hospitalisées et souffrir. J'ai encaissé des échecs personnels et professionnels. Tout ça, je l'ai fait toute seule. Et mon mari, de son côté, a vécu ses propres combats. Pour certains, nous nous sommes battus côte à côte, mais je n'ai jamais eu le sentiment que nous étions tout à fait une entité bicéphale. Je n'ai jamais eu le sentiment que ma souffrance, je pouvais lui en donner à lui pour me soulager. J'avais mal seule, et il a eu mal seul. Je parle des moments difficiles, mais je n'apprends à personne que les orgasmes, on ne les partage pas non plus. L'autre peut en être le témoin, mais il ne ressentira jamais ce qu'on ressent. Le bonheur au quotidien aussi. Si je sais ce qui rend mon mari heureux, je ne sais pas ce que ça lui fait, en dedans, d'être heureux. Comme je ne sais pas combien il souffre quand il souffre. On vit côte à côte, pas en siamois. Alors des fois, on n'avance juste pas à la même vitesse, on ne trouve pas les mots pour partager son sentiment, et on laisse l'autre sur le bas-côté. Pour nous aussi, c'est arrivé. Et puis d'autres fois, après des moments de grande souffrance, on a quand même réussi à se retrouver. Après des jours, des semaines ou des mois à ne regarder que devant moi, je tournais la tête, et il était là. C'est ce sentiment-là que je garde au fond de moi quand ça ne va pas. Je n'oublie pas ces moments presque magiques, où je sais qu'on a vécu et combattu chacun de notre côté, et qu'on a survécu ensemble. On n'est pas un couple parfait et on ne fait pas semblant de l'être. Nous sommes juste 2 personnes très différentes qui ont décidé de faire un bout de chemin ensemble. C'est loin des contes de fées de mon enfance, mais pour l'instant ça marche. Donne-moi la main. Non. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Juste 2 secondes. Non. Donne-moi la main. Donne-moi la main, il va rien t'arriver. Marie, donne-moi la main. Non. Une dernière fois, donne-moi la main. Je peux pas. Mais c'est triste. Comme Alexandre, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille la lecture du roman Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint. C'est l'histoire d'une rupture sans sentimentalisme, mais avec beaucoup de délicatesse et d'acceptation de soi et de l'autre. C'est beau, tout simplement.
Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr, iTunes, SoundCloud, Spotify ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt.